Ça représente quoi le cinéma pour vous? En vrai, je trouve cette question super intéressante, parce que personne ne va y répondre de la même manière. Premièrement, parce qu'on est tous différents, mais aussi et surtout parce que le cinéma, c'est vaste. Tellement, tellement vaste. Elles sont super chiantes tes questions, Jules, j'ai la dalle, tu veux pas te bouger le cul? Avec grand plaisir. Par vaste, je sous-entends que le cinéma, ça représente plusieurs millions de films, et que tous peuvent être incroyablement différents les uns des autres. Et bien sûr, on ne regarde pas du tout de la même manière une comédie franchouillarde. Ouais, tu peux dire raciste, hein. Ah bon? Dingue! Comme on regarderait un film d'horreur. Et c'est en partie pour ça que j'aime d'un amour profond le cinéma. Tout le monde peut y trouver son compte. Non, pas moi. Genre t'aimes zéro film. Bah, il y en a peut-être certains que j'aime un peu bien, ouais. Des films de cul? Non, non, pas des films de cul, plutôt des films, tu sais, qui jouent sur les Des films de cul? Ouais, des films de cul. Ouais, je capte. Tu captes? Je capte. Et sincèrement, je pense que les films que l'on aime nous définissent avec précision. Les psychologues devraient regarder nos profils Letterboxd pour mieux nous connaître. Alors comme ça, vous êtes fan de Brokeback Mountain et High School Musical? Oui, docteur. Très bien, je vois aussi quelques films de gladiateurs. Je vous cache pas que j'ai pris quelques notes de mon côté, hein. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris, le cinéma c'est grand. Mais c'est surtout un terreau pour l'imagination. Parce que virtuellement, tout est possible. Encore plus aujourd'hui avec des effets spéciaux devenant de plus en plus réalistes. Et moi, c'est pour ça que je regarde des films. Pour voyager d'un imaginaire à un autre. Et ça tombe bien, car récemment je suis tombé sur un film qui m'a proposé une expérience hors du commun. Antoine? Antoine? Oui. Eh ben dis donc, sacré coup de vieux. Le temps n'épargne personne. Si. Keanu Reeves. On parlait de quoi déjà? Oui! House! House est un film japonais sorti en 1977 réalisé par Nobuhiko Obayashi. Et encore une fois, dans cette émission, c'est le premier long métrage du réalisateur. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Bref, commençons par un résumé en bonne et due forme. Et encore une fois, je ne vous incite pas particulièrement à voir le film, et vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. Parfait pour le watch time. Le film nous présente Ocharé et Fanta, et j'ai décidé de faire aucun effort sur la prononciation, deux amis qui décident de partir en vacances. Tout ça semble parfaitement réjouissant, n'est-il pas? Mais malheureusement, Ocharé découvre que son père a l'intention d'emmener sa nouvelle compagne avec eux en vacances. Et elle peut pas le supporter. Non pas parce que sa belle-mère est clairement le diable. Un moment, ça se voit. Arrête de tuer des enfants, s'il te plaît. En effet, Ocharé a perdu sa mère et elle voit d'un mauvais œil que son père trouve une nouvelle femme aussi vite. Et alors qu'elle est partie se réconforter avec de vieilles photos, elle se rappelle qu'elle a une tante, en fait. Non mais des fois, vous savez, ce genre de détails, ça peut s'oublier. Bref, Ocharé se dit que quitte à pas partir en vacances avec son père, autant renouer le contact avec sa tante. Et donc, elle part avec ses amis dans le manoir de sa tante. Le manoir. Encore une famille de bourges. Ah, de mon temps, on les décapitait, hein. Quoi? À mort Louis XVI. Bref, on suit ces 7 lycéennes dans la forêt et non, c'est pas ce que je voulais dire, non! Julien, une déclaration à propos sur les micros. Et voici une rapide présentation du groupe. Bon, alors j'avais rien dit pour Fanta, Restez vivant, buvez Orangina. mais les noms sont très littérales. Celle qui sait se battre s'appelle Kung Fu, celle qui fait du piano, Mélodie, celle qui aime la bouffe, Mac pour McDo, et celle qui fait le ménage... Sweet. Ah, elle est bien gentille de faire le ménage, hein. Je crois que je suis plus très sûr de tes interventions, Antoine. Toujours est-il qu'elle profite du trajet pour se raconter quelques anecdotes. ねえ、ところでおしゃれの田舎ってどうなったから？おばさまってどんな人かしら？私のママとおばちゃまはとっても仲のいい兄弟だったんですって。 Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Et alors qu'elles sont presque arrivées, elles rencontrent un obstacle de taille. C'est Marc Dutroux. Non, bien pire. Un fan de One Piece.
Et après cette terrible épreuve, elles arrivent enfin au manoir. À ce stade, vous l'avez compris, on est clairement sur le cliché de la maison hantée. Avec la tante qui fait peur, le chat réceptacle du démon, l'étoile d'araignée, les squelettes dignes des meilleurs trains fantômes, et évidemment, les filles qui crient à la moindre frayeur. Ok. Alors, ça... je m'y attendais pas du tout. Et on va pas se mentir, pour qu'un film de 1977 soit encore surprenant aujourd'hui, c'est qu'il pulvérise les codes. Et franchement, ça donne envie d'en voir plus. Et pour ça, je vous passe les détails de l'histoire, mais en gros, le chat, la tante et la maison sont le réceptacle d'un démon. Et ce démon finit par manger toutes les filles pour rester éternel. Alors que tout le monde sait que pour rester éternel, faut poignarder les nourrissons. Parce que oui, si le film adopte une structure linéaire très basique de l'horreur, où l'on suit les protagonistes dans un lieu hanté qui va les tuer un à un, et ben, tout le reste semble sorti d'un rêve. Un rêve ou une grosse perche sous acide. Comment tu sais? T'en as déjà pris? Et plutôt que de continuer un résumé qui ne servirait pas à grand chose, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui rend ce rêve halluciné intéressant. Alors effectivement, depuis ma vidéo sur The Sadness que vous avez tous vu, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous savez que j'ai une immense passion pour l'horreur. Et ce film, c'est me régaler en horreur. Ayant certainement influencé des films japonais comme Darkwater, qui lui-même inspira ça, chapitre 2. Mais je sais pas si ça, c'était pertinent. Plus très sûr de tes interventions non plus. Ouais, je capte, allez. Mais bon, plus largement, c'est un précurseur du J-horror. Mais c'est pas uniquement ça qui le rend intéressant. L'aspect horrifique du long métrage marche extrêmement bien. Mais c'est parce qu'il marche en tandem avec son humour. Alors oui, ça peut paraître paradoxal, mais ce film peut s'avérer aussi extrêmement drôle. Alors je parle pas ici de comédies d'horreur comme Scary Movie ou Zombieland, parce que c'est de la merde. Non, ici le film fait rire par son absurdité. Comment ça? Bah par exemple un chat qui joue du piano. Alors non, je vous arrête tout de suite, on n'est pas du tout revenu à l'époque catastrophique de YouTube, parce que ce chat, c'est pas n'importe quel chat. On parle ici de l'antagoniste, le bad guy, celui qui essaye de tuer les filles depuis le début. T'aurais jamais fait ça, toi, hein? Bon, pour faire plus simple, imaginez Michael Myers qui fait des claquettes dans Halloween. Bah voilà, on se marre. Mais même plus largement, on retrouve un humour très japonais. Un humour type manga animé, je pense que vous connaissez, ça y est, je vais pas vous expliquer la vie non plus. Soyez un peu indépendant en fait. Sans moi, vous faites quoi? Vous chiez par terre? C'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est ce décalage entre horreur travaillée et humour absurde qui crée un sentiment onirique. L'impression que tout ce que l'on voit n'est qu'un rêve. Sentiment renforcé par l'esthétique du film. Parce que oui, pour moi, l'esthétique chaotique du film est son plus grand atout. Ça fait très réaliste. Bah non, en effet, tous les visuels font faux, font décor de théâtre. On a toujours l'impression que les personnages évoluent à l'intérieur de peintures. Et peut-être, parce que c'est le cas, la plupart des décors sont très littéralement des fresques peintes. Ou alors, les nuages ont arrêté de bouger le jour du tournage. Ah ben non, je ne viens pas. Et évidemment, le film en joue, prouvant que c'est bel et bien une intention artistique. Même les artistes font de la merde, hein, tu sais. Oui, mais en l'occurrence... Non, mais je parle littéralement. Comment? Il y a un jour un gars, il a fait caca, il a mis son caca dans les boîtes et il les a vendus. Putain, mais idée de fou! Bref, t'as raison, c'est pas parce que c'est l'intention du réalisateur que c'en est forcément une idée pertinente.
Ce qui rend cette idée pertinente, c'est que du coup on a l'impression que les personnages sont à l'intérieur d'un conte de fées. Ou, tout comme Alice au Pays des Merveilles, elles vont évoluer. Mais là où Alice grandit à travers son aventure en rencontrant des personnifications de ses troubles, dans House, tout le monde meurt. Pourquoi ? Parce que le réal, il est sombre et torturé, mais ça, tu peux pas le comprendre. Mais ça, tu peux pas le comprendre. Non, si je devais répondre ici, je dirais plutôt que la mort agit comme punition pour les personnages. Si vous vous rappelez bien, tout à l'heure je faisais une blague sur les prénoms des personnages. Hilarant, n'est-il pas? Mais en fait, si leurs noms sont très littérales comme ça, c'est parce que C'est des Pokémon. Mélodie, attaque piano. Apparemment, Antoine, la vieillesse ne t'a pas apporté la sagesse. Parce qu'elles vont toutes mourir à cause de leur passion. Mourir mangé par un piano, mourir enseveli sous du linge, mourir en se battant, mourir parce que... Oui, c'est bon, on a compris. On peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. Et plus que de l'ironie, je pense que ça amène un côté fataliste aux morts. Chaque personnage va mourir de son point fort, ce qui donne l'impression que la maison les surpasse en tout. Qu'elle n'a aucune faiblesse, et que donc le destin de chacune est inéluctable. Évidemment, ça rajoute à l'ambiance horrifique, mais c'est surtout un énorme... Bon, vous commencez à comprendre que deux ambiances traversent le long métrage, l'angoisse et l'émerveillement. Et c'est pas habituel. Ben, si. Bah vas-y, cite-moi d'autres. It's a showtime. J'entends ce que vous me dites, mais plusieurs choses le démarquent. Premièrement, il est vieux. Oh, ça fait mal. Des mots blessent, tu sais. Mais non, mais pas toi. Le film date de 1977 et on va pas se mentir, ça se voit. Mais, loin de vieillir, je trouve que ça rajoute à son charme. Comme les vieux effets spéciaux de Star Wars d'ailleurs. C'est pas pour rien que les fans ont gueulé quand Lucas a remplacé les vieux effets pratiques par de la 3D. Parce que ces vieux effets, ils ont quelque chose de charmant. Et bien pour House, c'est exactement pareil. Ces effets datés ajoutent beaucoup au sentiment onirique dont je parlais tout à l'heure. Mais surtout, même pour l'époque, certains effets de montage restent... particuliers. Et pour vous parler de ça, bah je vais peut-être enfin vous présenter le réalisateur. Quand même. Parce que Nobuhiko Obayashi, c'est 20 ans de carrière avant House. Et malgré que ce soit son premier long métrage, il a tout un bagage derrière lui. Comme par exemple, ça. Oh, mais c'est la grosse Catherine Deneuve, oui. Notre fierté nationale de l'époque, oui, tout à fait, oui. J'en ai encore évité une belle, là. Obayashi était en fait un réalisateur expérimental et publicitaire. Et ça explique beaucoup de choses dans House, comme par exemple le montage. Un montage qui, pour l'époque, est vraiment particulier. Notamment dans son rythme complètement bâtard. Mais qui, par ses particularités, réussit à bousculer certains codes. Mais c'est pas tout, hein. Il y a aussi la musique qui est... décalée. Comme le coupé. Quoi ? Décalé, ça me plaît. La musique apparaît clairement à des moments qui n'ont pas de sens, et ça te perd encore plus entre la frayeur et la blague. Par exemple, Antoine, c'est quoi ton film préféré ? Shining. Eh bah... Entre lui et Rob Jabaz, je découvre que les publicitaires ont vraiment un esprit créatif. Mais House, c'est son premier film commercial. Mais malgré tout, on y retrouve beaucoup d'éléments expérimentaux, comme, et on y revient, les effets spéciaux. Et c'est ça qui en fait un pilier du cinéma japonais. Avoir réussi à mélanger des éléments expérimentaux avec le montage, les décors et les effets spéciaux, avec un film commercial compréhensible par tous. Obayashi aurait dit face aux critiques, le style publicitaire c'est avant tout le style Obayashi. Et même si à son époque le film fut incendié par les critiques et le public, bah... la nouvelle génération de l'époque l'a adoré. Et c'est donc devenu une source d'inspiration pour les nouveaux cinéastes. Et c'est une génération que nous, on connaît. Mais d'un point de vue plus personnel, je pense qu'il n'y a pas que ça. Ouais, tu dis ça pour pas être comme tout le monde. Bah, évidemment. Parce que je suis supérieur. Plus de 7000 langues dans le monde et j'ai choisi de parler en fait. Parce que si je vous parle de rêve et d'onirisme depuis le début de cette vidéo, c'est pas pour rien. Premièrement, c'est ce que j'ai ressenti la première fois en regardant le film. Mais aussi et surtout parce que le film s'inspire du surréalisme.
Bon, le surréalisme tout le monde connaît grâce à... Mais je vais clairement pas me lancer dans une explication pour vous. Parce que t'as la flemme. Non, parce que la vidéo doit se terminer un jour. Mais pour faire court, le surréalisme, c'est l'imagination sans les limites de la raison. Ouais, alors ça, c'est vraiment très abstrait, je vous vraiment allez voir par vous-même, par pitié. Et l'exemple le plus connu de film surréaliste serait Un chien andalou de Louis Buñuel. Louis, le gars là, voilà. Comme ça, arrêtez de me péter les couilles. Il est sur YouTube d'ailleurs, si jamais. Bah ça sera jamais. Et ce film est surtout connu parce qu'il a été écrit sur la base de rêves de Salvador Dali et de Buñuel lui-même. Eh bien, House, c'est exactement pareil. Il a été écrit sur la base d'un cauchemar de la fille d'Obayashi. Et donc, vous l'aurez compris, parce que vous êtes pas trop con, l'atmosphère hors du réel que j'évoque depuis le début de cette vidéo, il est, selon moi, inspiré du surréalisme. Mais ce n'est pas tout. Car le fait que l'idée du film vienne à la base d'un enfant va me permettre d'embrayer sur autre chose. Le mélange entre l'enfance et l'horreur. Et je pense que ça vient de la culture japonaise. Bah parce que t'es raciste. Hein. Non, mais parce que ce décalage apparaît également dans d'autres piliers du cinéma japonais. Le plus évident reste... Ringu ou The Ring, ou le cercle, ou... Ta gueule au pire, non? Non, je te disais, ouais. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? On parle ici du monstre le plus connu de la culture nippone en Occident. Une petite fille qui sort des télés avec une longue chevelure noire. On connaît. Non, moi c'est pas ce mélange qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le lien entre naïveté de l'enfance et brutalité de la réalité. Et pour ça, évidemment, il n'y a pas meilleur exemple que Battle Royale. Bon, je pense traiter un jour ce film, donc je vais pas trop vous en dire, mais rien que la scène de fin est dans cette ambiance entre ces deux opposés. Et pour mieux comprendre, bah déjà allez voir le film, mais également la vidéo de Chronique Fiction. Elle est super là. Et dans House, on retrouve exactement la même chose, entre l'ambiance gay et les morts. Et clairement, ce parallèle, en plus d'être méga efficace, permet d'ancrer ce film dans une ambiance vraiment particulière. Et avant de conclure, je savais pas du tout le mettre, mais il y a clairement un sous-texte lesbien. Voilà. Je sais pas quoi en faire, je laisse quelqu'un de plus concerné que moi analyser ça. Moi j'ai assez donné. Enfin bref, avec tout ça, je crois que j'ai à peu près fait le tour. On va pouvoir conclure. Bon, déjà, c'est pas une surprise, mais ce film ne plaira pas à tout le monde. Son ambiance peut parfois ressembler à un nanar. D'ailleurs, un élément que j'ai pas trop évoqué, c'est le jeu des acteurs, qui renforce pas mal ce côté-là. Car en effet, il est très théâtral et parfois même à la limite du surjeu. Mais personnellement, je trouve que ça rajoute vraiment un sentiment irréel, qu'on retrouve pas assez au cinéma. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous ai déconseillé le film avant de continuer cette vidéo? Parce que ma conclusion aurait été trop positive si je vous avais pas parlé de ce que j'ai découvert en écrivant cette vidéo. Alors voilà, j'ai encensé le film, mais maintenant, il est l'heure de revenir à la réalité. Et la réalité, c'est moi. Salut. Putain, trop bizarre, j'ai écrit cette vidéo en janvier, et on est en juillet. Parce que t'es un branleur, ça. Alors oui, mais y a pas que ça. Alors, j'interviens parce que je trouvais mon ancienne conclusion un peu trop deep. Et que t'es pas fait le dope. Enculé. Mais bon, trigger warning, le sujet est quand même grave. En gros, toutes les actrices du film sont mineures. Voilà, je sais pas si j'ai vraiment envie de développer plus que ça, mais... Parce que t'as honte d'avoir écrit une vidéo sur un film de pédophile? Peut-être. Et c'est en écrivant cette vidéo que j'ai découvert ça. Vous auriez fait quoi à ma place? Ce qui me fait chier par contre, c'est que personne parle de ça sur internet. À croire, le film c'est un homme politique. Darmanin, culé! Préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Du coup, ça n'annule pas nécessairement les qualités du film. Bah si. Ta gueule.
Mais, comme plein de films réalisés par des connards, ça marque une réalité dans l'industrie cinématographique. Du coup, chacun est libre de se positionner selon sa morale. Ouais, c'est un film de con, quoi. D'autant qu'en se renseignant pour les prochaines vidéos d'Étage 13, restez branchés l'équipe, Antoine a découvert que c'était vraiment quelque chose qui était ancré dans la culture nippone. Gros cochon, c'est nippon. Moi perso, le film me dégoûte aujourd'hui. Mais je voulais en garder un bon souvenir, ne serait-ce que pour toutes les personnes talentueuses qui ont bossé sur ce film. Et du coup, j'espère que cette vidéo aura réussi à faire exister ce bon souvenir et à rappeler à tous la réalité derrière ce film culte. Et sur ce... Abonnez-vous, la cloche, le like... Et cette fois, on revient vite. Promis. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de vous. Alors déjà pose le couteau parce que c'est pas tout le temps le couteau. Ouais.